Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Ça y est, on a vu enfin le premier Grand Prix de l'année, le Grand Prix d'Autriche. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre pour en parler. Pierre, comment vas-tu ? Eh ben, salut Clément, salut à tous. Bah écoute, ça va bien. C'était vraiment très plaisant cette rentrée F1 au début des vacances d'été. Effectivement, alors beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix. Bien évidemment, on va rappeler très rapidement le résultat. Victoire de Valtteri Bottas devant Charles Leclerc et Lando Norris. Alors comme ça vous dites un podium Mercedes, Ferrari, McLaren pour commencer la décennie. Ça ressemble un peu à la décennie précédente. Et pourtant il n'en est rien parce que ce fut une course pleine de spectacles. On va revenir là-dessus, mais d'abord on va revenir sur les qualifications. Des qualifications que Mercedes a écrasées, mon cher Pierre. À se demander si pendant l'hiver ils n'avaient pas un peu levé le pied pour faire croire que les autres pouvaient les rattraper. Alors bah écoute, en fait sur les qualifs, oui, Mercedes avait déjà clairement montré au moment des essais qu'ils étaient très forts, très puissants. Ils l'ont confirmé en qualif. Verstappen termine à 5 dixièmes, ce qui est énorme. Les Ferrari, enfin notamment celle de Leclerc, à 1 seconde, donc c'est un gouffre. On va en reparler de Ferrari juste après, ouais. Donc clairement, comment dire, cette année en qualif, en tout cas, ça risque d'être très compliqué d'aller les chercher. Effectivement, alors tu parlais de Ferrari, ça a un peu surpris tout le monde, mais lorsqu'on regarde le résultat de la Q3, parmi les 10 pilotes qui étaient qualifiés en Q3, on avait 4 pilotes équipés d'un moteur Mercedes, 3 pilotes équipés d'un moteur Renault, 2 avec un moteur Honda et un seul pilote équipé avec un moteur Ferrari. Si tu couples ça à la stat qui dit que les 3 seules écuries à avoir réellement régressé par rapport à leur temps autour sur le même circuit l'an dernier, c'est Alpha qui a pris 1 seconde 1 par rapport à son temps de l'an dernier, Ferrari qui a pris 0,9 secondes par rapport à son temps de l'an dernier et Haas qui a pris 0,6 secondes par rapport à son temps de l'an dernier, c'est-à-dire les 3 écuries qui sont motorisées par Ferrari. Tu mets ça en lien avec ce qui s'est passé cet hiver, le moteur Ferrari qui a été mis en examen, ça met quand même un sacré coup sur la crédibilité de la légitimité de ce moteur Ferrari l'an dernier là. Bah, sur la légitimité du moteur de l'année dernière, déjà c'était un petit peu compromis. Il y avait déjà eu un début d'histoire avec notamment des réclamations de part et d'autre. Je pense une très mauvaise communication de la part de Red Bull qui avait mis d'une certaine façon un peu le feu aux poudres. Donc il y a cet accord apparemment qui est secret qui a été trouvé entre Ferrari et la FIA cet hiver qui pose énormément de questions où ça communique très peu. De ce que j'avais cru comprendre, Ferrari s'est retrouvé dans la situation cet été de devoir en fait limite concevoir un nouveau bloc propulseur. Et sur ce nouveau bloc propulseur, il y aurait actuellement un déficit de 100 chevaux par rapport au moteur de l'année précédente. 100 chevaux, c'est énorme et ça peut peut-être expliquer cette perte de gain de performance. Effectivement, et ça on peut aussi le coupler au fait que la Ferrari châssis a été conçu l'an dernier donc autour de ce moteur là, donc forcément les performances aérodynamiques ont été pensées autour de ce moteur et avec un moteur de 100 chevaux de moins ça marche beaucoup moins. Et ça c'est les journalistes de Bild, le journal allemand qui le rapportait, qui disait que la Ferrari actuelle, alors peut-être qu'en Hongrie justement là où Ferrari va apporter des nouvelles évolutions, on en verra une différente, mais la Ferrari actuelle elle a été conçue pour le moteur dont tu parlais l'an dernier, celui qui a été reconnu comme flirtant un peu trop avec la limite, voire étant au-delà de la limite. Donc avec ce moteur là. Ceci dit, Binotto a quand même reconnu qu'il s'était gouré dans le concept aéro. Oui, en plus. Et ça, tu le couples en plus à ça. Tu vois, déjà, quand tu conçois une voiture pour un autre moteur, c'est pas pratique. Mais alors, quand tu te trompes dans le concept aéro, c'est pour ça que, je sais pas toi, mais moi je trouve que leurs idées d'apporter beaucoup d'évolution d'un coup en Hongrie, c'est pas forcément la bonne. Là. Non, bah écoute, on sait que la réglementation qui devait intervenir en 2021, crise sanitaire oblige, a été repoussée à 2022. Si c'est des évolutions dans le cadre de la voiture de 2021, ma foi, pourquoi pas. Après, amener un gros package, je suis pas hyper convaincu. Là, en perf pur, ils ont quand même 1 seconde à rattraper. 1 seconde, c'est énorme en F1. C'est énorme. J'aurais limite tendance à plancher vraiment sur une version B que tu fais rentrer dès le début de saison en 2021
à savoir après comment se passe la saison 2021. On voit déjà que c'est très compliqué cette année. Ça risque aussi de l'être l'année prochaine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Mais une version B, limite en Hongrie, là, ça sert à rien. On va être sur une saison qui va compter, je pense, une dizaine de courses à peu près. Limite, tu t'appelles Ferrari, tu sors une version B dès le début de la saison 2021, quoi. Voilà. Tout à fait. Et puis concernant le moteur, on aura quelques évolutions d'ici la fin 2021, mais il reste plus qu'un an et demi avec ce moteur-là, hein, qui va être un peu figé. Et pour As, Ferrari et Alfa, ça peut s'annoncer une année et demie très compliquée, avec un déficit de 100 chevaux, et encore dans l'écurie constructeur, hein, mais chez les clients, on sait jamais combien ils en perdent, est-ce qu'ils ont toutes les configurations, toutes les cartographies, ça peut être encore plus compliqué. C'est surtout qu'apparemment, de ce que j'avais cru comprendre, Ferrari n'a pas communiqué auprès de As et Alfa. Il y a quasiment pas eu de communication. As et Alfa ne comprennent pas pourquoi il y a un tel déficit de puissance par rapport à l'année dernière. Donc ça pose quand même de grosses questions. Ça peut aussi signer l'arrêt de mort d'une écurie comme As, quand même. Ce manque de perf, ce manque de résultats, ça peut condamner l'écurie américaine. Effectivement, en fin de saison. On en reparlera au moment voulu, mais c'est vrai que As qui a noué un partenariat important avec Ferrari, dans cette situation-là, ça se retrouve très fragilisé, et peut-être que Gene Haas va à un moment couper le robinet. Retournons sur ce week-end de course, si tu le veux bien. Alors, bien sûr. Ferrari, on l'a dit, a vu son moteur exploser pendant les qualifications, mais alors d'autres écuries ont vu leur moteur exploser durant la course, et là c'est Renault, Honda, Mercedes, les trois autres motoristes qui ont connu tous les trois des pannes. Alors est-ce que c'est lié à cette première course de la saison, au fait qu'on n'est pas roulé depuis longtemps, ou est-ce que c'est lié aussi à ce circuit autrichien extrêmement cassant, et dans ces cas-là, inquiétude pour la semaine prochaine puisqu'on roule encore une fois en Autriche? Bah écoute, comment dire, du côté de Mercedes, il y avait déjà eu des problèmes de fiabilité au moment des essais hivernaux. Il y a eu derrière la crise sanitaire, on sait que les usines ont été fermées, etc. Les ingénieurs n'ont pas posé les ordis, loin de là. Mais je pense que tous les problèmes n'ont pas pu être résolus, et bah là c'était un peu le galop d'essai un peu pour tout le monde. Le moteur Renault, on sait qu'il est très puissant, mais niveau fiabilité, c'est pas encore ça. Le moteur Honda, bah, c'est un petit peu le retour des vieux démons. Après, ce qui est très curieux, c'est que ça a touché Red Bull, mais ça n'a pas touché AlphaTauri. Donc, est-ce que Red Bull a peut-être voulu compenser un léger déficit de puissance du Honda, peut-être par rapport au Renault et au Mercedes, avec un concept aéro plus agressif, mais est-ce que ce concept aéro plus agressif ne nuit pas du coup à la fiabilité moteur par rapport à l'année dernière? Et puis ce qui est inquiétant, c'est que parmi toutes les pannes moteurs qu'on a eues, aucune n'a pour l'instant été communiquée comme étant la même. Entre Albon et Verstappen qui sont de la même écurie, on n'a pas les mêmes pannes de communiquer. Entre Stroll et puis George Russell qui ont le même bloc moteur, c'est pareil, c'est pas les mêmes problèmes qui ont été communiqués. Donc quand on voit en plus que Mercedes chez Hamilton et chez Bottas, on n'a pas vu de problème chez Latifi et Perez, mais au moins sur 4 de leur voiture, il y a eu 3 problèmes différents. C'est énorme. Voilà, ça commence à faire beaucoup pour un bloc Mercedes qui, des fois, l'an dernier, déjà, on demandait beaucoup à Hamilton ou à Perez de faire très attention. Là, 4 voitures sur 6, ça commence à être énorme. Ouais. Et on rappelle que pour Mercedes, ça n'a pas été une course facile. Il y a eu des problèmes il y avait de gros problèmes apparemment au niveau du châssis chez Bottas et chez Hamilton. Et chez Hamilton, apparemment, il commençait à perdre la boîte. C'est ça aussi, c'est que voilà, on a eu problème de boîte, on a des problèmes d'électronique, des problèmes de pression d'essence, des problèmes de suspension. Donc c'est... Apparemment causé par les passages intempestifs sur les vibreurs. Oui. On notera au passage que cette année au Red Bull Ring, Exit, les vibreurs saucisses, justement, ça avait été remplacé par des vibreurs normalement moins agressifs, mais équipés de capteurs. Les capteurs devaient permettre notamment de détecter lorsqu'un pilote dépassait les limites de la piste. On pourra en reparler, mais Hamilton en avait fait les frais en qualif, et s'ensuit une histoire passionnante. Tout à fait, alors on va venir là-dessus juste pour préciser, pour terminer. Effectivement, tu l'as dit, le circuit peut être en cause, et étant donné qu'on roule là-dessus la semaine prochaine,
pour Mercedes et pour Honda. Pour Renault, on n'a pas trop vu encore passer d'informations, c'était plutôt une surchauffe pour Ricciardo, et pour les 3 autres moteurs ça allait, mais pour Mercedes et pour Honda, il faudra faire très attention la semaine prochaine. On revient bien évidemment sur tout le week-end au global, avec déjà dès la première course de la saison, Mercedes et Red Bull qui se livrent un duel sur la piste et en dehors. Sur la piste, c'était bien évidemment ce qui s'est passé en qualification, avec les Mercedes qui devançaient Red Bull, en course avec ce clash Hamilton-Albon, coucou le Brésil 2019, et puis en coulisses aussi. Pierre, je te laisse nous l'expliquer. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est, si vous avez suivi la séance de qualif, Mercedes a été très dominateur, pas de souci. Bottas a signé la pole, Hamilton était deuxième. Bottas a fait une erreur dans sa dernière tentative, il est sorti de la piste, ça a déclenché les drapeaux jaunes, et vraisemblablement Lewis Hamilton, qui était juste derrière, n'aurait pas assez ralenti. Ça, c'est la version qui nous a été servie hier soir. S'en est suivi une enquête de la FIA. Hamilton a été convoqué chez les commissaires. Hamilton a été blanchi dans un premier temps. N'y voyez aucun jeu de mots de ma part. Du coup, l'affaire semblait classée. Voilà, Hamilton n'avait peut-être pas assez ralenti, mais il y avait des informations contradictoires, avec d'un côté un drapeau jaune et de l'autre un drapeau vert. Donc c'est vrai que la situation apparemment était un peu compliquée. Red Bull, entre hier soir et ce matin, aurait apporté de nouveaux éléments à la FIA. Et la FIA, de par ces nouveaux éléments, a revu sa position par rapport à l'absence de sanctions vis-à-vis d'Hamilton. Et Hamilton s'est vu rétrograder de 3 places sur la grille de départ. L'annonce a été faite, il me semble, moins d'1 heure avant le début de la course. Tout à fait, ouais. Du coup, j'aurais tendance à dire que, bon, abandon précoce de Verstappen, choix très intelligent de la part d'Albon au moment de la deuxième voiture de sécurité de rentrer et de mettre les pneus tendres. Il avait clairement une carte à jouer face aux Mercedes qui était fragile sur le côté fiabilité. S'en est suivi l'ajoute entre le Thaïlandais et le Britannique, où Lewis Hamilton n'a pas vraiment laissé beaucoup de place. Il y a eu contact. Albon est allé dans les graviers et s'est retrouvé en dernière position au moment de repartir. Conséquence de l'accrochage, 5 secondes de pénalité à l'arrivée pour Hamilton. On en discutait en off juste avant. Moi, je considère que c'est un fait de course et c'est un peu la conclusion logique vu les mesquineries, j'aurais tendance à dire, de Red Bull en coulisses, etc. D'abord sur le DAS en début de week-end, alors que ça avait été clarifié dès les essais hivernaux. Ils en ont remis une couche, mais bon, c'était un peu inutile. Plus derrière, ce qu'ils ont fait sur Hamilton, ce qui était intelligent de vouloir mettre Verstappen en première ligne. C'était très intelligent, mais de la façon dont ça a été fait, moi je trouvais pas que c'était propre, et malheureusement je pense qu'Albon a un peu payé les fourberies de son employeur. C'est tout à fait. Alors, pour compléter ce que tu dis, moi je trouvais que 5 secondes de pénalité c'est un peu léger quand tu ruines la course d'un pilote qui joue à la gagne, et surtout que c'est pas le premier clash entre les deux, donc ça aurait mérité plus fort. Après, comme tu le dis, Red Bull ils ont fait les malins tout le week-end, commencé à porter une réclamation sur le DAS une fois que tout le monde est en confinement pendant 10 jours et que tu peux plus trop toucher à rien. C'est très malin, parce que si ça marche, ça peut exclure les 2 Mercedes pour les 2 week-ends. Donc ils ont raison de le tenter. Ça, plus tu l'as dit, la qualif, et qu'on arrive à 1 heure du départ avec une grille modifiée. Ils ont joué avec le feu, ils perdent leur pilote numéro 1 dès le 11e tour. Et bien finalement, tu te retrouves un peu comme un boulet. Et ils perdent Albon en fin de course. Donc en plus, première course à domicile, 0 pointé. C'est ça. Donc finalement, tu as joué au malin, tu as perdu. Certes, Hamilton méritait plus de pénalité pour moi, mais c'est vrai que Red Bull s'est vu pris à son propre piège, on va dire. Si on parle d'une écurie par contre qui a fait une très bonne stratégie sur l'un de ses pilotes, on parlera bien évidemment de l'écurie exemplaire du week-end après, mais c'est Ferrari. Alors on le disait souvent l'année dernière, une très mauvaise stratégie de Ferrari, que ce soit avec Vettel ou Leclerc. Ça date pas de l'année dernière. Voilà, ça date pas de l'année dernière, exactement, ça fait 10 ans. Coucou Alonso à Abu Dhabi en 2010, ça fait très longtemps. Et même à d'autres occasions. Oula oui, plein de fois. Mais Vettel,
encore une fois fantomatique, voire pire en course, accrochage, tête à queue, enfin bon. Il a refait une Vettel quoi. Exactement, voilà, le moment où Vettel pète les plombs. Par contre, la stratégie de course mise en place par Ferrari pour Charles Leclerc, qui avait loin d'avoir la meilleure voiture, on l'a déjà dit avant, parfait, rien à dire là-dessus, félicitations. Bah écoute, oui, non, enfin Leclerc partait de mémoire 7ème. Il n'a pas connu un début de course facile. Il était aux prises avec Ricciardo, il y avait également Sainz, il y avait Stroll, il y avait Perez et tout, donc c'était un petit peu compliqué. Et c'est à la 2e voiture de sécurité, il me semble aussi. Ils ont fait rentrer Leclerc, ils lui ont changé les pneus, et à partir de là, ça s'est beaucoup mieux passé. Choix très très judicieux. Leclerc avait l'avantage de pneus plus frais et plus performants par rapport à ses concurrents qui avaient des pneus sans doute plus fatigués. Donc choix très intelligent, et par rapport au tableau qui nous était servi en qualif, une 2e place inespérée pour le Monégasque, qui d'une certaine façon, là, sur ce premier Grand Prix en tout cas, a vraiment sauvé la baraque. Effectivement, et surtout une bonne stratégie qui est d'autant plus mise en valeur que d'autres écuries qui sont très malines en stratégie comme Racing Point ou AlphaTauri se sont un peu trompés à ce moment-là. On a laissé Perez dehors avec les médiums alors qu'il fallait peut-être rentrer mettre les tendres. Donc Ferrari a eu beaucoup de flair là-dessus, et il faut le reconnaître parce qu'on leur a suffisamment tapé dessus pour le dire quand... pour une fois, ils vont dans le bon sens. Exactement. L'écurie qui n'a rien à se reprocher du week-end, donc c'est McLaren. On a parlé des déboires de tout le monde. Tout le monde a eu des soucis pendant tout le week-end, sauf McLaren qui place une voiture sur le podium. Carlos Sainz finit 5ème de la course. C'était quand même une super course pour McLaren qui se retrouve 2ème au classement constructeur. Mais enfin non, moi j'aurais tendance à dire c'est même génial pour eux. Enfin, ils continuent sur leur lancée de l'année dernière, donc ça déjà c'est génial, bravo à eux. Ça montre que la nouvelle McLaren semble bien née. On va pas tirer de conclusion hâtive. Oui. Mais sur un tracé comme l'Autriche, qui est loin d'être évident, ils sortent un très très gros résultat. Félicitations. Enfin. Rien à redire. Il y a juste, il me semble, Norris où il y a eu un léger loupé au moment du premier pit stop, où ils le font ressortir côte à côte avec Perez parce que c'est plus Perez qui fait une erreur à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un problème sur la roue arrière gauche. L'erreur, elle vient aussi de McLaren. Si McLaren n'avait pas trop traîné sur une roue, t'as pas la situation entre Norris et Perez qui sont côte à côte au moment de la sortie. Après, grosse bagarre en fin de course entre Norris et Sainz. Norris qui a tenu tête à Sainz et qui du coup monte sur son premier podium. Faut quand même le souligner. Pour le jeune Britannique, c'est quand même un sacré exploit. Et on voit que Zak Brown, qui a été décrié mais pendant des années et des années, mine de rien, le management Brown commence un petit peu à payer. On a Seidel qui est en poste et apparemment ça a l'air de bien fonctionner. L'entente entre les deux pilotes est bonne. Reste à savoir si par rapport à l'année prochaine, le départ de Sainz et l'arrivée de Ricciardo, McLaren ne va pas perdre au change. Tout à fait, tu parlais de Seidel et Brown, on les a vus s'étraîner à la fin de la course, se prendre dans les bras. On sent que voilà, ils savent qu'ils sont dans le bon sens là. Niveau distanciation sociale, c'était pas ça, mais on va leur pardonner. Mais ils avaient les masques, on peut les pardonner, voilà. Terminons, tout seigneur, tout honneur, terminons par l'homme du week-end pour la fin quand même, Valtteri Bottas, pole position, record du circuit, jusque dans le dernier tour, il avait le meilleur tour avant que Lando Norris le prenne, victoire finale, quasiment jamais inquiété de la course, on va pas se mentir, hein, à part quelques tours, sinon c'était une course parfaite pour Valtteri Bottas qui d'ailleurs mène de bout en bout. Bottas nous promettait pendant l'hiver l'arrivée d'un Valtteri 3.0. Est-ce qu'on peut déjà commencer à en parler de ce Valtteri 3.0 ? Alors, moi je dirais pas Valtteri 3.0 et je reviendrai sur un autre point. Course parfaite, oui. Course facile, non. Non, ça c'est évident. Alors, le Valtteri 3.0, ou sans doute, mais il a toujours les côtés perfectibles du Valtteri 2.0. La sortie en qualif, ça rappelle un peu le Bottas de 2018. Les mauvaises langues diront que ça rappelleront même le Rosberg de Monaco. Mais nous n'irons pas jusque-là, évidemment. Alors, ouais, mais en sachant que Rosberg, quand il l'avait fait, il n'y avait aucun dommage sur sa voiture. Là, vu comment Bottas sort, il a quand même sacrément endommagé sa voiture.
il endommage ses pneus, c'est-à-dire il commençait la course avec des pneus sales quand même. Donc coup foireux par rapport à Hamilton pour l'empêcher d'améliorer son tour. Ouais, bon, pourquoi pas, mais je pense pas surtout sur un circuit comme ça où voilà. la course commence par 3 grandes lignes droites. Voilà. Parfois, t'es plus avantagé en étant deuxième, donc finalement... C'est ça. Limite, la mesquinerie aurait été que Hamilton signe la pole et que Bottas l'attaque limite dès le départ. C'est ça. Donc non, je pense pas. Après, il a très bien géré, il a pas craqué sous la pression au niveau d'Hamilton. Donc très très bien. Course très très bien gérée. Mention spéciale aux mécanos de Mercedes parce que le double arrêt fallait quand même l'assurer. Tout à fait, ouais. Non, bah écoute, il s'est montré à l'aise. Il est rapide. Après, à voir sur la durée du championnat s'il est capable de maintenir le rythme ou faire comme chaque année, début flamboyant et puis après il coule au fur et à mesure. C'est ça, il va falloir vérifier sur les prochaines courses, mais il y aura bien évidemment de l'enjeu. Si on reprend les enjeux des prochaines courses, ça sera pour Ferrari bien de confirmer ce podium de Leclerc. Hein. En attendant la Hongrie, il va y avoir une deuxième course en Autriche où il faudra confirmer. Pour Red Bull, il va falloir se reprendre tout simplement, parce que là, Red Bull est 9ème au championnat aujourd'hui après cette première course. Prenez-le en photo, ça n'arrivera pas souvent dans l'année à mon avis. Peut-être moins communiquer pour les Autrichiens et moins faire les fiers à bras. C'est ça. Peut-être qu'ils se sont vus trop beaux avec 2 victoires de suite pour Verstappen les 2 dernières saisons et qu'ils se sont dit bon, ça va être pour nous ces 2 courses-là. Bah jamais 203, non. Bah en fait, voilà, non. Exactement. On n'a pas parlé d'Ocon qui revenait en F1 ni de Latifi, mais c'est leur première course depuis très très longtemps à tous les deux, donc ou la première en F1 pour Nicolas Latifi. Ouais. Donc on confirmera plus après 2 grands prix. Hein. Beaucoup de gens parlaient du manque de rythme d'Esteban Ocon. C'est quand même compliqué après 17 mois sans courir en F1. Alors il y a ça, il avait eu de bonnes impressions, de bonnes sensations au volant de la Renault. Là, malgré les abandons, etc., je pense que sans les abandons, il finissait 12-13e, je pense. Là, il fait une très bonne perf, 8e place, donc moi, je boude pas mon plaisir. Il s'est quand même tapé Magnussen, bon, même si Magnussen était en difficulté avec ses freins, quand il a fallu y aller, il y est allé. Il a montré qu'il n'avait pas froid aux yeux et qu'il n'avait pas perdu de sa superbe. Un qu'on a beaucoup moins vu à l'écran, mais qui a fait un gros Grand Prix, c'est Gasly. Donc mention spéciale à Pierre Gasly, qui commence très très bien cette saison amputée. Et moi j'espère vraiment qu'avec cette AlphaTauri, il pourra jouer régulièrement les points. Effectivement, et Pierre Gasly très 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 solide, course où il s'est retrouvé par moments en bataille avec des voitures censées être beaucoup plus rapides que lui, des Albon, des Vettel, et il a toujours été très très propre comme tu le dis, qui a d'ailleurs aussi un des pilotes AlphaTauri qui, maintenant ont de l'expérience, hein, donc théoriquement ça doit filer. On se retrouvera donc dès la semaine prochaine pour le Grand Prix de Styrie, la région dans laquelle se trouve le circuit de Bullring, pour un back sur le même circuit. Donc bien évidemment, ce point sera surveillé. On attend quand même cette deuxième course avec impatience parce que la première nous a donné un spectacle. Ah bah la première c'était un vrai show à l'américaine, donc ça va un petit peu dans le sens des nouveaux propriétaires de la F1 depuis plusieurs années. Ça faisait un peu course Indy ou NASCAR, mais ça nous met un petit peu l'eau à la bouche mine de rien, donc attendons de voir ce que nous réserve la deuxième dimanche 12 juillet. On espère que vous serez nombreux, soit devant votre télé, soit devant F1 TV Pro, à condition que ça fonctionne. Effectivement, et ça on n'en a pas parlé, mais première course de F1 depuis novembre, et première ratée pour F1 TV Pro, qui avait déjà connu des ratés lors des 2 saisons précédentes. Mais cette année quand même, il était très attendu. Il y a eu des ratés vendredi, des ratés ce dimanche, où de 14h jusqu'à 15h30, il n'y a pas eu de F1 TV Pro, donc c'est-à-dire toute l'heure avant le Grand Prix et les 20 premières minutes. Une partie où il y a très peu de spectacles, généralement les 20 premières minutes d'un Grand Prix, hein, on s'ennuie généralement. Hein, le départ c'est pas très intéressant, donc c'est pas grave si les gens le loupent. Oui, bien sûr. Voilà, donc copie à revoir pour F1 TV Pro, pour la F1 de façon générale là-dessus. Pour le reste, on attend avec impatience cette deuxième course. Pierre, je te remercie pour l'analyse de ce premier Grand Prix de la saison remporté par Valtteri Bottas. Et merci à toi Clément, et puis écoute, bon courage pour la semaine prochaine. Je sais pas si ça sera de nouveau nous deux ou l'un de nos comparses. Nous verrons quel duo ou quel trio officiera. Ça sera avec plaisir en tout cas. Exactement. Allez, voilà. salut. Salut à tous.